Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Vous avez probablement entendu dire que la diversification est la clé du succès lorsque vous investissez en bourse. D'ailleurs, j'en ai moi-même parlé abondamment sur la chaîne. Pour les investisseurs passifs, l'idéal est probablement d'investir dans un fonds indiciel de façon récurrente sans se soucier du prix du fonds et récolter votre pactole lorsque la retraite sera venue. Il s'agit d'une excellente façon de profiter du rendement du marché tout en réduisant son risque à l'égard de l'échec d'une entreprise en raison de l'éventail de compagnies contenues dans les fonds indiciels. À long terme, il est indéniable qu'une telle stratégie mariant investissement périodique, dollar cost averaging et diversification peut vous permettre de vous bâtir un coussin financier solide si la stratégie est soutenue sur plusieurs décennies. Par contre, si vous cherchez à vous affranchir et à obtenir votre liberté financière, ce n'est probablement pas la meilleure solution. Même Warren Buffett, le gourou des value investors, qui fait la promotion ad nauseam de l'investissement passif dans un fonds indiciel du S&P 500, affirme que la diversification est une protection contre la stupidité. Diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. There's nothing wrong with that. Même lui détient plus de 40% de son portefeuille d'investissement dans Apple. Lorsqu'on sait ce que l'on fait, diversifier à outrance son portefeuille d'investissement revient à ralentir volontairement la création de richesses. Par contre, la concentration par rapport à la diversification représente un risque infiniment plus grand. Si vous investissez dans une entreprise et que celle-ci fait banqueroute, vous perdrez tout. C'est la Lambo ou le McDo, comme on dit. Cependant, il y a certaines stratégies qui peuvent être mises en place pour éviter de se placer dans des situations financières inconfortables. Peter Thiel, milliardaire et investisseur iconique, partage dans son livre Zero to One les leçons tirées de son expérience personnelle par rapport à l'investissement. Et j'ai décidé de vous partager les éléments qui, à mon avis, sont les plus pertinents. Sans le savoir, j'ai réalisé que j'appliquais en partie sa méthode d'investissement. Pour Thiel, la création de richesse passe par l'application de la Power Law. Qu'est-ce que la Power Law? Eh bien, c'est l'antithèse du spray and pray qui pourrait se traduire par vaporiser et prier, à mi-chemin entre l'investissement passif qui consiste à investir dans de larges fonds indiciels regroupant des centaines voire des milliers d'entreprises et l'investissement actif dont l'objectif est de sélectionner quelques entreprises individuelles pour garnir son portefeuille, la méthode vaporiser et prier peut être représentée par un investisseur qui, par peur de perdre ses investissements, répartirait son capital de façon plus ou moins égale entre une dizaine, peut-être même une vingtaine d'entreprises. Vous vaporisez votre capital sur une multitude d'entreprises cotées en bourse et vous priez pour que l'une d'entre elles connaisse une hausse fulgurante qui ferait croître de façon exponentielle votre portefeuille. Le problème avec cette technique, c'est la piètre qualité des résultats. La performance du portefeuille d'investissement risque de ressembler à ceci. Au départ, tout est égal. Vous répartissez votre capital également entre, disons, 10 entreprises. Puis 10 ou 15 ans plus tard, votre portefeuille risque de ressembler à ceci. Une ou deux entreprises vous auront permis de doubler, tripler ou quadrupler votre investissement initial, alors que les autres auront perdu de la valeur. Les résultats sont donc médiocres comparativement à ce qu'ils auraient pu être si la Power Law avait été appliquée. En plus, les 7 ou 8 autres entreprises ayant sous-performé vont avoir monopolisé votre attention, alors que ce temps, vous auriez dû le passer à tenter de dénicher d'autres opportunités d'investissement sur le marché. C'est toujours comme ça quand on investit dans les entreprises technologiques ou dans des secteurs émergents ou quand on sélectionne individuellement des entreprises pour ajouter à notre portefeuille d'investissement. Les entreprises qui vont bien dans notre portefeuille monopolisent une fraction du temps de celles qui vont moins bien ou carrément de celles qui vont pas bien du tout. La Power Law développée par Peter Thiel comporte deux règles. La première, on ne devrait investir que dans des entreprises qui ont le potentiel d'avoir un rendement équivalent à l'entièreté de la valeur du portefeuille d'investissement. Étant donné que la règle numéro 1 est assez restrictive, la règle numéro 2, c'est qu'il n'y a pas d'autre règle que la première. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les seuls investissements qui valent la peine sont ceux qui ont le potentiel de rapporter gros. Ça ne veut pas dire de mettre tous ses œufs dans le même panier ou de se lancer dans les penny stocks. Selon Thiel, en appliquant la Power Law, on devrait se restreindre à un minimum de titres dans notre portefeuille. Ça peut paraître épeurant que de placer son capital dans une poignée de titres et se l'est à certains égards, mais il s'agit de la façon la plus efficiente pour faire croître son portefeuille de façon exponentielle. Maintenant, la question qui suit, c'est OK, mais comment je m'y prends
pour sélectionner cette poignée d'entreprises au fort potentiel de croissance. À ce sujet, Thiel propose une série de questions auxquelles vous devriez répondre avant de sélectionner une entreprise. D'abord, l'entreprise est-elle à la source d'une percée technologique significative ou l'entreprise ne participe-t-elle qu'à des améliorations technologiques marginales? Un exemple, Tesla et son système de conduite autonome. C'est, à mon avis, la percée technologique de notre décennie. Deuxièmement, est-ce que l'entreprise est de son temps? Autrement dit, est-ce que l'entreprise a le potentiel de s'épanouir prochainement? Un contre-exemple serait l'entreprise Joby. Les taxis électriques volants sont probablement plus pour 2030-2035 que pour 2025. En ce sens, l'entreprise se situe à l'extérieur des limites de ce qui est possible et ne justifie pas un investissement actuellement. Troisièmement, la question du monopole. L'entreprise peut-elle s'emparer d'une partie importante d'un marché donné? Ça revient à parler du moat ou de l'avantage comparatif. L'entreprise excelle-t-elle à un point où ses compétiteurs ne font pas le poids? Apple, Tesla, Google et Amazon sont toutes des entreprises qui monopolisent une partie importante de leur marché en raison de l'excellence de leur exécution et de la qualité de leurs produits et services. Ensuite vient la question de l'équipe. Un bateau sans capitaine et sans matelot, ça ne va nulle part. Il faut donc que l'équipe de gestion d'une entreprise soit solide pour que les aspirations de l'entreprise soient réalisées. Quatrièmement, vient la question de la distribution. L'entreprise peut-elle livrer la marchandise? C'est facile de dire qu'on va révolutionner tel ou tel marché, mais l'entreprise peut-elle réellement le faire? Les Lucid, Rivian et Fisker affirment toutes qu'elles vont changer le secteur de l'automobile électrique. Par contre, à venir jusqu'à présent, Tesla a été la seule entreprise de voitures électriques à être en mesure de passer du prototype à la production commerciale. Je parle bien sûr d'une entreprise qui produit exclusivement des véhicules électriques. Sixièmement, vient la question de la pérennité. L'entreprise sera-t-elle en mesure de conserver ses parts de marché dans 10, 20 ou 30 ans? Le modèle d'affaires est-il viable? Ses parts de marché vont-elles croître, se maintenir ou décroître face à la compétition? Pensez à Amazon. C'est l'entreprise ayant le plus de compétition. Elle compétitionne avec tous les magasins de détail, mais malgré l'effort de migration en ligne de ses compétiteurs, Amazon continue d'être la figure de proue du commerce de détail en ligne. Puis finalement, avez-vous identifié une opportunité d'investissement unique dans l'entreprise que les autres ne voient pas? Exemple Tesla en 2018, 2019 ou avant, mais à certains égards encore aujourd'hui. Bref, si vous passez l'entreprise à travers une analyse rigoureuse et qu'elle passe le test, elle devrait, selon Thiel, se qualifier pour une position dans votre portefeuille. En regardant mon portefeuille après avoir lu le livre, j'ai réalisé que j'appliquais la méthode sans trop le savoir. Je détiens seulement une poignée d'entreprises dans mon portefeuille et 2 de mes positions représentent plus de 50% de la valeur de mon portefeuille d'investissement. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, loin de là. C'est ma méthode personnelle d'investissement. Est-ce que c'est risqué? Pour ma part, je ne pense pas parce que je crois avoir bien fait mes devoirs avant d'investir mon argent dans ces entreprises. En investissement, il y a un proverbe qui dit que la concentration construit votre richesse et que la diversification la préserve. Aucune idée de qui est l'auteur de ce dicton, mais à mon avis, c'est vrai. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous êtes plus du côté de la concentration ou de la diversification dans la gestion de votre portefeuille d'investissement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.